Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre édition d'information, c'est maintenant. Et voici les titres qui dominent l'actualité. La décision de Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël continue de mobiliser. Au Maroc, une nouvelle marche de solidarité a eu lieu hier à Rabat. D'autres manifestations se sont déroulées ailleurs dans le monde. Vous le verrez dans cette édition. La délégation du gouvernement syrien a enfin rejoint les pourparlers de paix de Genève hier après une semaine d'absence. C'est la 8e session de ces pourparlers qui se tiennent sous l'égide des Nations Unies. La Libye et l'Italie formeront une cellule conjointe pour lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Un accord convenu hier à l'occasion d'une visite à Tripoli du ministre italien de l'Intérieur. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. De nouvelles manifestations donc ont eu lieu hier dans le monde, notamment dans les territoires palestiniens. Des heurts ont opposé des Palestiniens aux forces israéliennes, même si leur ampleur a diminué. Depuis 4 jours, les violences ont coûté la vie à 4 Palestiniens. Plus de 1000 autres ont été blessés. Puis au Liban, plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés près de l'ambassade américaine située dans la localité de Oukar, au nord de la capitale Beyrouth. Certains ont jeté des pierres vers les forces de sécurité qui ont, elles, utilisé des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et plusieurs canons à eau. Plusieurs manifestants ont été blessés. Le président de l'autorité palestinienne arrive aujourd'hui au Caire où est également attendu le vice-président américain Mike Pence. Mahmoud Abbas avait décidé de ne pas rencontrer Mike Pence lors de son déplacement fin décembre au Proche-Orient. D'autres responsables de la région ont également fait savoir qu'ils ne rencontreraient pas Mike Pence, notamment Ahmed Al-Tayed, le grand imam d'Al-Azhar, influente institution de l'islam basée au Caire, et le pape Tawadros II de l'église copte orthodoxe d'Égypte. Et la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël est dans le menu de la rencontre entre le président de l'autorité palestinienne et son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Par ailleurs, al-Sisi rencontre également Vladimir Poutine au Caire pour évoquer les moyens de développer les liens dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. Une nouvelle manifestation pour protester contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte d'Al-Quds comme capitale d'Israël s'est déroulée hier dans la capitale marocaine Rabat. Les participants dénoncent les conséquences d'une telle décision. Compte rendu, soit à Boutard. Al-Quds, capitale de la Palestine. C'est ce qu'indiquaient les banderoles des centaines de milliers de manifestants descendus hier dans les rues de Rabat. Hommes, femmes et enfants, tous ont protesté d'une seule et même voix contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Les manifestants, surpris par l'annonce du président américain, dénoncent les répercussions d'une telle décision sur la stabilité dans la région du Moyen-Orient et dans le reste du monde. On a été très choqués au fait. Parce qu'on s'attendait à voir 2 États, palestiniens, israéliens, mais là, ça ne va pas dans le sens qu'on voulait. La décision américaine a naturellement provoqué le gel de toutes les démarches positives visant l'établissement d'un État palestinien indépendant avec comme capitale Al-Quds. Cette manifestation nationale de solidarité avec le peuple palestinien est à l'initiative du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l'association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne. Elle réaffirme l'engagement du peuple marocain pour la cause palestinienne. Al-Quds est une ligne rouge à ne pas franchir. Les peuples de l'ensemble de la Oumma arabe et islamique soutiennent les Palestiniens dans leur lutte contre l'occupation israélienne. Tous les peuples du monde ont été ahuris par la décision de Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. La grande marche de Rabat vient réitérer l'attachement de toutes les couches du peuple marocain à la cause juste du peuple palestinien. Rejetant les critiques internationales, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley, a affirmé hier que la décision du président Donald Trump allait aider le processus de paix au Proche-Orient. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a au contraire estimé que la décision américaine risque de compromettre les efforts de paix.
Le président français Emmanuel Macron appelle Benyamin Netanyahou à faire des gestes courageux envers les Palestiniens pour raviver le processus de paix après la défiance suscitée par la déclaration unilatérale des États-Unis sur Jérusalem. Le président français recevait hier le Premier ministre israélien à Paris. À l'issue de l'audience, le président français a rappelé son désaccord suite à l'annonce de Donald Trump, annonce qui selon lui ne sert pas à la paix. Emmanuel Macron a également affirmé sa volonté de voir naître 2 États. Je vous propose de l'écouter. Et je partage totalement ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou quand il a dit qu'il faut laisser une chance à la paix. Je lui dis, laisse une chance à la paix, fais un geste vers les Palestiniens. La paix, elle ne dépend pas des États-Unis tout seuls de leur côté ou de la France toute seule. Elle dépend de la capacité des 2 dirigeants, israéliens et palestiniens, à la faire. Give a chance. La France tient à ce que 2 États en paix, avec des frontières internationalement reconnues, puissent voir le jour dans la région entre Israël et la Palestine. Et dans ce contexte, j'ai en effet ainsi expliqué au Premier ministre Netanyahou ma désapprobation des déclarations récentes du président des États-Unis que la France juge contraires au droit international et dangereuse pour la paix. Dangereuse pour la paix parce qu'elle ne me semble pas servir à court terme la cause de la sécurité, y compris d'Israël et des Israéliens eux-mêmes. Et après Paris, le Premier ministre israélien rencontre aujourd'hui à Bruxelles, lors d'un petit déjeuner informel, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. 5 jours après la reconnaissance controversée par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël, Benyamin Netanyahou doit aussi s'entretenir avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre israélien a une nouvelle fois salué aujourd'hui la décision de Donald Trump et dit s'attendre à voir la plupart des États membres de l'Union européenne adopter une position similaire. De nouveau pourparlers de paix à Genève. Hier, la délégation syrienne a rejoint les pourparlers dont la 8e session se tient sous l'égide des Nations Unies après une semaine d'absence. Conduite par l'ambassadeur de Damas auprès de l'ONU, la délégation avait quitté plus tôt dans la semaine les discussions supervisées par le médiateur international Stéphane de Mistura. Les représentants de Damas avaient qualifié de provocateur et d'irresponsable la position de l'opposition qui exige le départ du président Bachar al-Assad avant tout règlement politique du conflit. Après avoir organisé 7 cycles de pourparlers infructueux depuis 2016, le médiateur de l'ONU veut concentrer les négociations sur la rédaction d'une nouvelle constitution et sur l'organisation d'élections législatives. Hier à Bagdad, les différents corps de l'armée irakienne ont défilé pour fêter la victoire militaire contre l'organisation terroriste Daesh. Une victoire annoncée samedi par le Premier ministre irakien. La parade militaire a eu lieu sur la place du monument aux soldats inconnus, dans la zone verte, secteur ultra protégé de la capitale où se trouvent les principaux ministères et les ambassades. Plus de détails maintenant avec ce récit de Salma Saïdi. La victoire militaire contre Daesh est déclarée en Irak. C'est la fin de la guerre. Haïdar al-Abadi a annoncé la fin d'un conflit qui aura duré 3 ans. Je vous annonce la bonne nouvelle. La libération par les forces irakiennes de toute la frontière irako-syrienne dans le nord-ouest du pays. Sur le terrain, les forces irakiennes ont lancé il y a 2 semaines un probable dernier front pour traquer et prendre en tenaille les combattants de Daesh qui se cachent dans le désert. Nous avons libéré le dernier point frontalier conjoint avec la Syrie. Nous sommes maintenant sur la route principale entre l'Irak et la Syrie. Pour en finir totalement avec Daesh, l'armée irakienne a annoncé son intention de nettoyer à une date non précisée le Wadi Houran, une vallée d'Irak située dans la province occidentale d'Al-Anbar. Daesh est toujours présent dans ce relief accidenté avec des gorges pouvant atteindre 200 mètres de profondeur où il a établi des caches et dispose de dépôts d'armes. La première ministre britannique Theresa May, qui s'exprime aujourd'hui devant son Parlement, va saluer un nouveau sentiment d'optimisme avec les négociations engagées avec l'Union européenne sur le Brexit. Theresa May et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, avaient annoncé vendredi dernier, après une ultime nuit de négociations, un accord sur les modalités du divorce. Ce compromis va permettre aux dirigeants des 27 qui se réunissent jeudi et vendredi prochain à Bruxelles de lancer officiellement la phase 2 des négociations.
Elle portera sur la période de transition post-Brexit et la future relation entre Londres et les Européens. En Turquie, c'est un procès hors du commun qui s'ouvre aujourd'hui. Un tribunal turc juge aujourd'hui l'auteur présumé de l'attentat contre une discothèque d'Istanbul au Nouvel An. Attentat qui a fait 39 morts, pour la plupart des touristes étrangers, et choqué la Turquie. Abdul Kadir Masharipov, un Ouzbek qui a avoué avoir commis cette attaque revendiquée par Daesh, comparaîtra avec 56 complices présumés. Le procès se tiendra à Silivri, près d'Istanbul. Le procureur général d'Istanbul a requis 40 fois la prison à vie contre Masharipov, âgé de 34 ans au moment de l'attaque. Il est accusé notamment d'homicide volontaire et de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. La Libye et l'Italie, elles, se sont engagées à mettre en place une cellule conjointe pour lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Un accord convenu hier à l'occasion d'une visite à Tripoli du ministre italien de l'Intérieur. Selon le bureau de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen d'Union nationale, cette cellule sera mise en place par des représentants des renseignements, des gardes-côtes et du bureau du procureur général libyen et de leurs homologues italiens. Retour sur le continent au Kenya maintenant. La prestation de serment de Raila Odinga, le lancement officiel des assemblées du peuple, a été reportée à une date ultérieure. Le leader de l'opposition, qui ne reconnaît pas la victoire d'Ohuru Kenyatta, avait annoncé la tenue demain d'une investiture parallèle, jour de la fête de l'indépendance du pays. Une situation qui laisse craindre de nouveaux affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Le ministre de la Justice a récemment annoncé qu'une investiture parallèle serait considérée comme un acte de trahison, tandis que les États-Unis ont envoyé un diplomate pour tenter de raisonner le chef de l'opposition. Le gouvernement français a annoncé hier un retrait massif de lait infantile fabriqué par le groupe Lactalis, destiné à la France et à des marchés étrangers, notamment en Algérie et au Maroc. Ce retrait se justifie par les risques de contamination par des salmonelles. Le rappel concerne près de 7000 tonnes de produits fabriqués et potentiellement contaminés, a précisé Michel Nallet, directeur de la communication du groupe. « Je ne suis pas capable de dire ce qui a été déjà consommé », a-t-il ajouté. Et toujours en France, les téléphones portables seront bientôt bannis des écoles. Annonce faite hier par le ministre français de l'Éducation nationale. Ils seront donc interdits dans les écoles et les collèges à compter de la rentrée 2018. Des associations de parents d'élèves s'interrogent sur la faisabilité de cette mesure. En effet, dans un grand établissement de plusieurs centaines d'élèves, on peut se demander où seront mis les portables ou encore comment seront-ils gardés. Nous sommes en train de travailler sur cette question pour les modalités, a lui assuré le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est tout pour cette édition d'information. Un autre journal à suivre dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes sur Média TV Afrique.